Mes amis, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet un peu anxiogène mais ô combien important, la rumeur selon laquelle l'État pourrait ponctionner directement votre épargne pour rembourser sa dette. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, entendu dans une conversation ou lu dans des articles alarmistes. Avant de céder à la panique, prenons le temps de comprendre ce qui se dit, ce qui est légalement possible et ce qui est politiquement faisable. Au fait, je suis Pierre Ménial, fondateur de Monsieur Capital. Mon but est de vous aider à prendre votre argent en main sans tabou ni jargon. Depuis plusieurs semaines, une rumeur enfle. Face à une situation budgétaire dégradée, dette publique et déficit en hausse, l'État pourrait se résoudre à piocher directement dans les comptes bancaires, livrets d'épargne et assurance vie des Français. L'idée choque parce qu'elle sous-entend une ingérence de l'État dans la propriété privée, un acte radical qui viendrait casser toute confiance financière. Mais d'où vient cette rumeur? Pourquoi circule-t-elle? Et qu'est-ce qui s'est fait par le passé et dans d'autres pays? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout a commencé quand certaines personnalités politiques ont laissé planer l'idée que l'épargne privée pourrait aider à faire face à la dette publique. Au printemps dernier, la députée Sandrine Rousseau a estimé que l'épargne des Français pouvait servir à reprendre la main sur la dette. Ces propos ont alimenté l'idée que l'État pourrait envisager des confiscations sur votre capital. Face au tollé, Sandrine Rousseau a ensuite nuancé son propos. Il s'agissait selon elle d'inciter les Français à investir dans la dette française pour la nationaliser, un peu comme au Japon où une large partie de la dette est détenue par des acteurs nationaux. Elle parlait donc plus d'investissement volontaire que de confiscation arbitraire. Absolument, absolument. Autre exemple plus récent, Benoît Villemain, le maire de Saône, a récemment rappelé que si la dette française est à 3 200 milliards d'euros, le patrimoine des ménages français s'élève lui à 14 700 milliards d'euros. Le propos était de relativiser la gravité de la dette française et non pas de justifier une ponction de l'épargne. Pourtant, mal compris, ce type de déclaration a laissé penser que l'État pouvait se servir directement dans la poche des Français pour compenser la dette. Ce sont donc des maladresses de communication, des ambiguïtés politiques et une situation financière tendue qui ont alimenté cette rumeur. Mais qu'en est-il juridiquement, techniquement? Est-ce que l'État peut le faire? Un article très récent de 20 minutes a tenté de rassurer le public. En l'état actuel, l'État ne peut pas légalement confisquer vos avoirs sur votre livret A, votre PEL ou votre assurance vie. En tout cas, pas sans raison ni procédure. Le droit de propriété est un fondement constitutionnel. Pour qu'un tel acte se produise, il faudrait un changement législatif profond et une volonté politique très forte. En revanche, la loi fiscale offre à l'État un outil très puissant. C'est la création de nouveaux impôts, de nouvelles taxes ou la modification de la fiscalité existante. Le Parlement, s'il le décide, peut créer un nouvel impôt, créer de nouvelles contributions, voire recourir à une rétroactivité fiscale dans certains cas précis. Des précédents existent, notamment lorsqu'il s'agit de corriger certaines niches fiscales jugées trop généreuses. Le Conseil constitutionnel peut donc autoriser une rétroactivité fiscale lorsqu'elle s'applique dès le 1er janvier de l'année en cours ou lorsque l'intérêt général est clairement démontré. En d'autres termes, pas de mainmise directe ou discrétionnaire sur votre épargne, mais des outils fiscaux permettant de vous prélever davantage. C'est une nuance importante. C'est la différence entre un État voleur de bas de laine qui n'existe pas dans le cadre légal actuel et un État qui augmente ses prélèvements obligatoires pour renflouer les caisses. Et ça, c'est parfaitement légal. Maintenant, si on regarde l'histoire, il y a des périodes exceptionnelles où les États ont énormément augmenté la pression fiscale sur les contribuables. Cela s'est souvent produit lors d'épisodes de guerre, par exemple, ou de reconstruction économique. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, les États-Unis ont considérablement augmenté les impôts, notamment en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les successions et les impôts sur les bénéfices. Le but était donc de financer l'effort de guerre en mettant davantage la main sur les ressources privées. En France, après les deux guerres mondiales, l'État a créé des impôts sur les bénéfices et sur le capital pour financer la reconstruction. Plus récemment, lors de crises budgétaires, l'État a créé de nouvelles contributions, par exemple la CSG, la contribution sociale généralisée, ou des taxes exceptionnelles sur les hauts revenus. Ce que nous apprend l'histoire, c'est que l'État se sert surtout de l'outil fiscal pour se financer et non pas pour faire une confiscation arbitraire de l'épargne. Maintenant, si le gouvernement ou le Parlement décide d'augmenter davantage les impôts, rappelons que la France a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. Pour rappel, les prélèvements obligatoires, ça rassemble les impôts, les cotisations sociales et les taxes en tout genre. Aujourd'hui, le taux de prélèvement obligatoire se situe autour de 48%. Autrement dit, sur 100 € de richesse générée dans le pays, il y a 48 € qui va à l'État ou aux administrations publiques sous forme d'impôts ou de cotisations sociales. Et donc, on peut se demander s'il est encore possible d'augmenter les impôts sans avoir des effets contre-productifs. À ce titre, la célèbre Cour
courbe de l'affaire nous met en garde. Cette courbe montre qu'au-delà d'un certain taux d'imposition, il y a des rendements décroissants. Autrement dit, au-delà d'un certain niveau d'imposition, les recettes n'augmentent plus, voire même diminuent, car l'ensemble des agents économiques modifient leur comportement, notamment par du travail au noir, de l'exil fiscal ou moins de production. En France, certains économistes pensent que nous sommes peut-être déjà sur ce plateau décroissant. Juste une petite pause, je viens de lancer la chaîne YouTube de Monsieur Capital. Alors si tu aimes cette vidéo, s'il te plaît, mets un like, écris un commentaire et surtout abonne-toi. Ainsi, même la création de certains impôts sur la richesse ou certaines surtaxes exceptionnelles pourrait s'avérer beaucoup moins rentable qu'anticipé. C'est l'amer constat qu'a fait le gouvernement Hollande en 2012 quand ils ont instauré une surtaxe sur les hauts revenus de 75% et quand ils ont augmenté les charges sociales sur les entreprises. En ce qui a concerné la surtaxe sur les hauts revenus, les recettes engrangées ont été bien plus faibles qu'anticipé, les contribuables les plus riches ayant souvent le moyen de s'expatrier ou de recourir à des montages légaux pour réduire la facture fiscale. Quand le gouvernement a augmenté les charges sociales des entreprises, cela a freiné l'embauche et incité certaines entreprises à délocaliser, ce qui a affaibli la base d'imposition française. Conscient du problème, le gouvernement a dû ajuster sa politique fiscale et en 2013, il a instauré le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, afin d'alléger le coût du travail, admettant de fait que la surtaxation avait atteint un point contre-productif. Ces exemples concrets montrent que si l'État a la possibilité légale de créer de nouveaux impôts ou de durcir la fiscalité existante, il se heurte à des limites économiques et politiques. À un niveau déjà aussi élevé de prélèvements obligatoires, durcir la fiscalité pourrait être carrément contre-productif. Maintenant, parlons de ce qui inquiète le plus. C'est le scénario où l'État serait en défaut de paiement sur sa dette. Ce défaut entraînerait un effondrement de la confiance et poserait un grave problème aux banques françaises qui détiennent une partie de la dette souveraine. En cas de défaut, la valeur de la dette souveraine s'effondrerait, ce qui causerait un trou énorme dans les bilans des banques. Ce n'est pas qu'une théorie, parce que nous avons des exemples récents de crises financières qui ont mené à des mesures extrêmes. À Chypre, en 2013, en pleine crise bancaire, les dépôts supérieurs à 100 000 € ont subi une ponction pouvant aller jusqu'à 47,5%. Cela a choqué le monde entier parce que c'est un exemple de saisie partielle des avoirs des particuliers pour sauver les banques sur injonction des autorités européennes et locales. En Grèce, en 2015, pendant la crise de la dette, la Grèce a mis en place des mesures d'urgence, des contrôles des capitaux, la limitation des retraits et une augmentation des taxes. Ici, on n'a pas vu de ponction directe sur les comptes, mais l'accès à l'épargne a été considérablement restreint. En Italie, en 1992, dans un contexte de crise monétaire et financière, le gouvernement a décidé de mettre en place une ponction de 0,6% de tous les dépôts bancaires. Cette ponction était sous forme d'un impôt exceptionnel. Ces scénarios sont traumatisants parce qu'ils montrent que dans des cas de grave panique financière, des mesures radicales peuvent être prises. Toutefois, pas de panique parce que la France est encore une économie qui pèse un poids important en Europe et ses banques sont systémiques et donc a priori tout sera fait pour éviter un tel cataclysme. Le défaut de l'État français est aujourd'hui considéré comme peu probable. On préférera, bien avant d'en arriver là, recourir à des solutions un peu moins brutales comme des interventions de la Banque Centrale Européenne par exemple ou encore des recapitalisations publiques. Maintenant, attardons-nous juste sur une loi qui a fait beaucoup grincer les dents dans le milieu de l'épargne en France. C'est la loi Sapin 2. Cette loi, votée en 2016, permet au Haut Comité de la Stabilité Financière, le HCSF et la Banque de France de bloquer les retraits sur certains produits en cas de crise financière. Cette loi est applicable sur l'assurance vie par exemple. L'objectif, c'est d'éviter un bank run ou une panique généralisée où tout le monde viendrait retirer ses dépôts en même temps lors d'une crise financière. Cette panique pourrait précipiter l'effondrement du système bancaire. C'est pour ça que cette loi a été mise en place. Mais attention, il s'agit d'un blocage temporaire de 6 mois renouvelable une fois, c'est-à-dire 1 an au maximum. Ce n'est donc pas une confiscation. Quand le blocage est levé, vous pouvez récupérer vos avoirs. Mais bien sûr, ce genre de mesure est très impopulaire et c'est pour ça que certains individus fortunés préfèrent l'assurance vie luxembourgeoise à l'assurance vie française parce qu'elle n'est pas soumise à la loi Sapin 2. Donc pour résumer, l'État ne peut pas saisir directement une partie de votre épargne pour rembourser sa dette, en tout cas pas sans modifier la loi de manière drastique.
En revanche, il peut augmenter les impôts, ce qui reviendrait indirectement à ponctionner votre richesse. Mais le taux de prélèvement obligatoire est déjà tel en France que c'est difficile d'imaginer un durcissement durable de la fiscalité. Des exemples historiques nous montrent que c'est vraiment dans des périodes exceptionnelles, notamment de guerre ou de reconstruction, qu'on a augmenté considérablement la pression fiscale. Et finalement, le scénario extrême de crise financière en France est quand même assez peu probable, compte tenu du poids de l'économie française dans l'économie européenne et du caractère systémique de ces banques. En clair, pas de panique, mais gardez les yeux ouverts. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!